Je sentais que cette chose n'était pas simplement invisible, elle défiait la réalité elle-même. Un jour, mon ami et moi avons vécu une expérience que nous n'avons jamais pu expliquer. Nous travaillions sur un contrat dans une petite ville à environ 1 heure de route de chez nous, et chaque jour, nous faisions l'aller-retour. Cela faisait 2 semaines que nous enchaînions ce trajet sans souci. Mais un jour, quelque chose s'est produit qui nous a complètement déconcertés. C'était un après-midi comme un autre. Nous avons quitté la ville vers 14 heures, après avoir terminé nos tâches pour la journée. Le trajet de retour était habituel, une route droite, à peine quelques virages, et presque rien pour nous distraire du rythme régulier du moteur et de la musique qui passait à la radio. Tout semblait normal, mais au bout de 30 minutes, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Le temps paraissait ralenti, comme si la route ne se déroulait pas aussi rapidement que d'habitude. Je jetai un coup d'œil à mon ami, qui semblait aussi perturbé. Il n'en disait rien, mais il semblait plus tendu que d'habitude. Au bout d'un moment, nous avons continué à conduire sans réellement parler, l'un et l'autre absorbés dans des pensées qui nous échappaient. Mais au lieu de faire la route habituelle en 1 heure, nous avons eu l'impression que cela durait bien plus longtemps. Nous avons traversé plusieurs petites villes où, d'habitude, il nous fallait 5 à 10 minutes. Cette fois-ci, pourtant, nous n'arrivions pas à comprendre pourquoi cela semblait nous prendre des heures. Puis, sans même y penser, nous avons pris un virage que nous n'aurions normalement pas pris. C'était un petit raccourci que mon ami connaissait bien, mais là, il ne semblait pas vraiment savoir pourquoi il l'avait pris. Il avait l'air un peu agité, presque comme s'il était perdu dans ses pensées. Au bout de cette route secondaire, nous avons vu la station-service où nous nous étions arrêtés au matin même. Ce détail m'a frappé, mais je ne l'ai pas commenté tout de suite. Tout semblait trop flou. Et pourtant, il était déjà 17 heures quand mon ami a reçu l'appel de sa femme. Elle était inquiète et lui demandait pourquoi il avait éteint son téléphone et pourquoi il était aussi en retard. Il avait bien conscience qu'il était tard, mais ce qu'il ne comprenait pas, c'était comment il était passé de 14 heures à 17 heures sans avoir l'impression que 3 heures se soient écoulées. Il se sentait comme dans un brouillard, comme si tout était flou, comme si les minutes avaient fondu sans qu'il ne s'en rende compte. Nous avons tous les deux vérifié nos montres, puis les reçus de la station-service où nous nous étions arrêtés. Le temps était estampillé à peu après 14 heures, et pourtant, tout le reste de l'après-midi semblait avoir disparu. Nous avons essayé de reconstituer les événements, de nous rappeler des moments précis du trajet, mais il y avait des trous dans nos souvenirs. Des minutes entières avaient disparu. Je me suis demandé si nous n'avions pas roulé sur un itinéraire que nous n'avions pas consciemment choisi. Peut-être avions-nous pris un détour sans même nous en rendre compte, ou bien étions-nous déconnectés d'une manière ou d'une autre. Ce n'est qu'en revenant sur nos pas, après avoir réfléchi pendant un moment, que nous avons commencé à penser à ce qui aurait pu se passer. Peut-être qu'il s'agissait d'un phénomène inexpliqué, une sorte de distorsion temporelle, ou quelque chose de bien plus étrange. Il y a bien sûr des théories qui viennent à l'esprit, des extraterrestres. Une abduction, c'est la théorie la plus couramment évoquée, bien qu'elle soit ridicule sur le papier. Pourtant, ce qui nous avait le plus frappé, c'était cette sensation d'être parti à un moment précis et d'être revenu sans aucune notion du temps. Depuis ce jour-là, il nous arrive encore d'en parler, de revisiter les détails, de chercher des réponses. Mais pour l'instant, rien. Il vient de m'arriver une sorte de bug, j'essaie encore de comprendre techniquement ce qui s'est passé. J'avais un petit briquet bleu, un bic pour ne pas le nommer. Il ne marchait plus, mais vraiment plus du tout. Dans l'après-midi, j'achète un nouveau briquet, cette fois rose, car il ne restait que cette couleur. On en rigole un peu avec le buraliste. Toute la journée qui suit, je me sers de ce nouveau briquet. Arrivé chez moi, en compagnie de ma mère venue me voir pour les fêtes, je me déshabille. En cherchant à vérifier si mon briquet est bien dans la poche de mon pantalon, je le sens effectivement. Je peux alors ôter mon blouson et continuer ma soirée tranquillement. Nous dînons avec ma mère et passons un bon moment. À un moment donné, je vais dans ma chambre pour fumer une cigarette, car je ne fume que dans cette pièce afin de ne pas importuner les non-fumeurs. Je prends mon briquet dans ma poche, et là,
surprise, c'est mon petit briquet bleu, celui qui ne marche pas. Pas de panique, je me dis que le nouveau briquet rose doit être dans mon blouson, car je n'ai pas encore vérifié. Je cherche dans mon blouson, rien. Je fais toutes mes poches, toujours rien. Je suis très étonné. Ma mère me dit, « Il a dû tomber quand tu as enlevé ton blouson, regarde bien partout. » Je cherche donc partout, mais le briquet rose reste introuvable. Ma mère, qui avait elle aussi rigolé en voyant ce briquet rose, en est autant étonnée que moi. Nous allons même jusqu'à chercher dans mes anciens pantalons, ceux que j'ai portés hier et avant-hier. Imaginez-vous, des pantalons d'avant l'achat de ce fameux briquet. Pourtant, je l'ai bien acheté aujourd'hui, devant témoins et sous caméra, au tabac où nous avons plaisanté à ce sujet. Bref. D'accord, je me dis qu'il a peut-être dû tomber dehors. Finalement, on essaie de se convaincre mentalement pour soulager le cerveau, mais une partie de nous sait. Quand on commence à chercher dans les endroits les plus improbables les toilettes, la salle de bain, voire le frigo, c'est qu'il y a réellement un truc qui ne va pas. Ce n'est pas systématique, mais ça arrive. Je décide d'oublier cette histoire. J'utilise un vieux faux hippo de secours qui marche une fois sur 8. Le soir, allongé sur mon lit, je surveille mes mets. J'ai, d'un côté, mon cendrier, et de l'autre, mon zippo et mon petit briquet bleu hors service. À un moment, je prends un briquet pour allumer une cigarette tout en répondant à un message. Et là, dans ma main c'est le petit briquet rose. Au moins, celui-là, ils me l'ont rendu. Pas comme d'autres choses qui disparaissent parfois. Est-ce un signe ? Moi qui pensais n'avoir bientôt plus d'histoires à raconter. J'aimerais au fond que tout cela ne soit que des histoires. J'ai toujours trouvé cela inquiétant. Parler de bugs me rassure, car cela voudrait dire que ce n'est pas fait exprès. Si ce ne sont pas des bugs, mais quelque chose de volontaire, fait à chacun d'entre nous, alors cela devient plus sadique. Et là, ce n'est plus drôle. Quand c'est un briquet, ça peut prêter à sourire. Mais qu'est-ce qui pourrait disparaître d'autre ? Récemment, j'ai regardé un épisode un peu plus ancien de la série Esprit criminel, dans lequel un pyromane enfermait des victimes chez elle avant d'incendier leur maison. C'était un épisode particulièrement angoissant, avec des scènes très détaillées où l'on voyait les victimes prises au piège, incapables de fuir, alors que le feu se propageait dans leur maison. Cet épisode m'a particulièrement marqué. C'est étrange, mais j'ai eu l'impression qu'il m'avait envahi d'une sorte d'anxiété sourde que je ne parvenais pas à ignorer. 1 ou 2 nuits après, alors que j'étais profondément endormi, je me suis brusquement réveillé, une sensation de malaise m'envahissant. C'était comme si l'épisode était revenu dans mon esprit, de manière presque insidieuse. J'ai essayé de me rendormir, mais je n'y suis pas parvenu. Chaque fois que je fermais les yeux, je revivais ces images de personnes enfermées et piégées par le feu, et cela me perturbait de plus en plus. Finalement, incapable de me calmer, j'ai décidé de me lever. L'idée qu'il puisse se passer quelque chose de similaire chez moi bien que totalement irrationnel m'envahissait. Je me suis rendu à la porte d'entrée pour vérifier, juste pour être sûr que tout allait bien. Mais quand j'ai essayé de l'ouvrir, un frisson glacé a parcouru mon corps. La porte était déverrouillée, mais elle refusait de bouger. Je n'arrivais pas à l'ouvrir. J'ai tiré, poussé, secoué la poignée, mais rien n'y faisait. C'était comme si la porte était scellée. Un sentiment d'oppression m'a submergé, me ramenant instantanément à l'épisode que j'avais vu. Comment pouvais-je être coincé, moi aussi, comme ces victimes dans l'épisode ? Je suis devenu complètement paranoïaque. J'ai réveillé mon mari en panique, en espérant qu'il puisse ouvrir la porte, mais même lui, avec toute sa force, n'a pas pu faire bouger la porte. C'était étrange, il était vraiment costaud, et d'habitude, rien ne le bloquait. Mais là, la porte ne cédait pas. J'étais dans un état de stress total, et chaque seconde qui passait faisait grandir ma peur. Et c'est alors que j'ai eu une idée. Il fallait que je sorte, que je voie ce qui se passait, que je respire un peu d'air frais. J'ai ouvert la fenêtre de ma chambre et j'ai escaladé le rebord pour pouvoir pousser la porte de l'extérieur, pendant que mon mari essayait de tirer de l'intérieur. Ce moment a duré une éternité.
Nous avons fini par réussir à ouvrir la porte, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que tout cela était beaucoup trop étrange pour être une simple coïncidence. Pourquoi, juste après cet épisode, ma porte est-elle tombée en panne de manière aussi mystérieuse? Pourquoi ce genre de situation, exactement à ce moment-là, quand j'étais déjà stressé par ce que j'avais vu à la télévision? Je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à ce sentiment étrange, comme si l'épisode avait d'une manière ou d'une autre attiré une énergie négative chez moi, une sorte de manifestation des peurs irrationnelles. Je n'ai pas pu regarder Esprit criminel pendant des mois après cela. L'idée même de revoir cette série me ramenait à ce moment précis, à cette sensation d'être piégé, sans issue, dans une situation qui semblait irréelle. J'avais environ 18 ou 20 ans, donc c'était vers 2008. Je me trouvais à l'arrière de la voiture familiale, en route sur l'autoroute. C'était une journée calme, pas de vent notable, à part le souffle provoqué par la voiture roulant à environ 100 km/h. Nous traversions une section entourée de 2 grandes collines, peut-être de 15 ou 20 mètres de haut. C'est là que je l'ai vu. Au sommet de l'une des collines, il y avait un objet qui ressemblait vaguement à une montgolfière. Mais ce n'était pas une montgolfière ordinaire. Il était entièrement noir, sans aucune trace de tissu ou de toile. C'était clairement métallique, avec une surface mate qui ne reflétait pas du tout la lumière du soleil. Il n'avait pas de panier, pas de corde, rien qui ressemblait à l'équipement habituel des ballons à air chaud. Ce qui était encore plus étrange, c'était la manière dont cet objet se déplaçait. Malgré l'absence de vent, il bougeait comme une chose sortie d'un film de science-fiction. Il changeait de direction en un éclair, montant et descendant, tournant à l'envers et de côté à une vitesse incroyable, probablement bien au-delà de 150 km/h. Il n'y avait aucun mouvement fluide, aucune logique à sa trajectoire. C'était comme s'il défiait les lois de la gravité et de la physique. En passant, j'ai remarqué plusieurs voitures arrêtées sur le bord de l'autoroute, avec des gens dehors, regardant cet objet en silence. Certains semblaient pointer du doigt, d'autres simplement fixaient, bouche bée. Mes parents, qui conduisaient, ont aussi vu l'objet. Mon père a essayé de rationaliser, suggérant que cela pourrait être un ballon météo tombé en panne. Mais même lui, qui était toujours prompt à trouver une explication logique, n'avait pas l'air convaincu. J'ai continué à observer cet objet jusqu'à ce qu'il disparaisse de ma vue, zippant au loin derrière l'une des collines. Quand je suis rentré chez moi, j'ai essayé de trouver des images de ballons météo sur Google, mais rien ne ressemblait à ce que j'avais vu. C'était trop rigide, trop précis, pas du tout comme un ballon ordinaire ou un objet en tissu. Quelqu'un d'autre à qui j'ai raconté cette histoire m'a suggéré que ça pouvait être une montgolfière défectueuse, mais cela n'avait aucun sens non plus. Cet objet n'avait rien de commun avec une montgolfière classique, pas de matériaux souples, pas de forme constante. C'était comme un gros objet métallique flottant et se déplaçant de manière incompréhensible. Je conduisais à travers les États-Unis et je suis arrivé à Salt Lake City. Sans raison particulière, j'ai eu une envie soudaine de manger chez McDo, alors j'ai ouvert Google Maps, tapé l'adresse et suivi les directions vers un restaurant situé en plein centre-ville. En arrivant, je suis entré dans le restaurant, mais ce que j'ai trouvé à l'intérieur m'a glacé le sang. Je ne parle pas d'un endroit désert, comme un restaurant vide avec juste quelques clients. Non, ce restaurant était totalement abandonné. Il n'y avait personne, ni serveur, ni client, ni cuisinier. Le lieu était totalement désert, comme si tous les employés et les clients avaient disparu d'un coup, sans laisser de traces. Sur chaque table, il y avait des plats à moitié mangés. Des sacs à main, des vestes, des portefeuilles laissés dans les coins des banquettes. Les télévisions étaient allumées, diffusant des programmes de manière absurde. Des burgers étaient en train de griller sur le grill, lentement en train de brûler. Le bruit de la viande qui crépitait était le seul son qui brisait le silence. C'était comme une scène d'un film d'horreur, un endroit figé dans le temps. Personne n'était là. Aucun signe de vie, juste une atmosphère complètement irréelle. Je me suis avancé, pensant qu'il y avait peut-être une explication, mais la pièce était silencieuse, trop silencieuse, comme si tout le monde avait disparu en une fraction de seconde. Il n'y avait aucune explication logique à ce qui se passait.
Étant totalement paniqué, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai pris mes jambes à mon cou, je suis retourné dans ma voiture et j'ai démarré aussi vite que possible. J'ai conduit jusqu'à la frontière du Nevada avant de m'arrêter dans un autre endroit pour manger. Je n'ai jamais su ce qui s'était vraiment passé. Est-ce que j'avais pénétré dans une sorte de distorsion temporelle? Avais-je vécu un étrange phénomène inexplicable? Peu importe la théorie, aucune ne semblait donner de sens à ce que j'avais vu. Je n'ai jamais retrouvé ce McDo sur mes cartes, et je ne pense pas pouvoir expliquer ce que j'ai vécu ce jour-là. C'était comme si cet endroit n'avait jamais existé, ou comme s'il s'était effacé en un instant. Mais je me souviendrai toujours de ce silence étrange, de cette sensation d'être dans un endroit où le temps s'était arrêté. Je suis pompier depuis plusieurs années, et chaque jour, je fais face à des situations variées. Mais il y a une intervention qui m'a profondément marqué, un moment que je n'oublierai jamais. C'était une nuit d'hiver particulièrement froide, aux alentours de 3 heures du matin. Nous avons été appelés pour une overdose dans un quartier plutôt difficile de notre secteur. Le genre de lieu où les choses ne sont jamais simples, et où les urgences sont presque une routine. Arrivés sur place, nous avons rapidement constaté que la victime était déjà décédée. La scène était triste, comme beaucoup d'autres malheureusement, mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est la manière dont on a découvert la situation. La jeune femme avait été retrouvée par son dealer, ou quelqu'un de similaire, qui l'avait trouvée dans cet état en revenant déposer sa marchandise. C'était une situation typique, mais encore une fois, ça ne devenait jamais facile. Alors que nous commencions à ranger notre matériel dans la mobil-home, un endroit dans un état absolument déplorable, rempli de détritus, d'odeurs, d'une ambiance déprimante, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un malaise. C'était une de ces nuits où tout semblait étrangement silencieux, même si l'activité autour de nous était assez intense. Nous étions seuls à nettoyer le lieu, et je me concentrais sur l'ordre de mission. C'est alors que j'ai entendu cette voix. Une voix faible, presque comme un murmure, qui disait simplement « lumière ». Je me suis figé un instant, cherchant à comprendre. Je me suis tourné vers mon partenaire, qui était en train de plier les couvertures, et je lui ai demandé s'il avait dit quelque chose. Mais il m'a regardé, étonné, et a répondu non. C'était comme si la voix avait jailli de nulle part. J'ai alors commencé à me demander si je n'avais pas halluciné, mais quelque chose dans l'atmosphère me disait qu'il y avait plus à cela. La curiosité m'a poussé à me lever et à m'avancer dans le mobil-home. Je suis allé au fond du couloir d'où la voix semblait provenir. Ma lampe de poche dans les mains, je l'ai dirigée dans la direction où j'avais entendu ce « lumière », et c'est là que j'ai vu quelque chose qui m'a frappé. Par une fenêtre, j'ai aperçu un reflet. À l'extérieur, il y avait une petite cabane à outils, et la lumière à l'intérieur clignotait. Cela m'a intrigué. La situation était déjà étrange, mais cette lumière vacillante semblait appeler mon attention. Mon partenaire et moi avons alors décidé d'aller voir de plus près. Peut-être qu'il y avait quelque chose qu'on n'avait pas remarqué. En nous approchant de la cabane, nous avons entendu des pleurs. Ce n'était pas une simple illusion auditive, c'était un vrai son de détresse. En examinant de plus près, nous avons vu que la porte de la cabane était cadenassée. C'était une serrure de mauvaise qualité, assez facile à couper pour des pompiers, mais c'était tout de même inquiétant de se dire que quelqu'un pouvait être piégé là-dedans, dans un endroit aussi isolé. Nous avons forcé la porte, et ce que nous avons découvert à l'intérieur nous a glacés. Une petite fille, à peine 6 ans, tremblait dans l'obscurité, les yeux grands ouverts de peur. Elle avait l'air à la fois perdue et épuisée. Elle nous a expliqué qu'elle était enfermée ici par sa mère chaque fois qu'elle se mettait en colère contre elle. Elle avait été mise dans cette cabane et ignorée, alors que la situation à l'intérieur de la maison devenait probablement trop difficile à supporter. Ce qui m'a encore plus frappé, c'est qu'elle nous a dit qu'elle avait eu peur en entendant les sirènes et qu'elle ne savait pas quoi faire. Elle s'était cachée ici, espérant que personne ne la découvrirait. Je me suis senti totalement désemparé. Comment une petite fille pouvait-elle être traitée de cette manière? Comment était-ce possible que personne, ni les voisins ni les services sociaux, ne l'aient jamais remarqué avant? Et pourquoi cette étrange voix que j'avais entendue juste avant, comme si quelqu'un m'appelait pour m'orienter vers cet endroit précis?
Nous avons rapidement pris la petite avec nous et l'avons protégée en attendant l'arrivée de la police et des services sociaux. Mais je n'ai toujours pas d'explication sur cette voix. Une nuit, j'ai fait un rêve assez étrange et intense. Dans ce rêve, j'étais en train de m'entraîner dans le gymnase où je vais habituellement. Tout se passait normalement, je me trouvais à l'endroit habituel où je fais mes exercices, quand soudainement, les lumières se sont éteintes. Les écrans de télévision se sont tous éteints, et je ne voyais plus rien autour de moi. Mais dans ce rêve, il y avait comme une sorte de fumée qui remplissait lentement le gymnase. On entendait des gens paniquer, courir vers la sortie, mais tout était flou, comme si une peur collective envahissait l'espace. Ça donnait l'impression que c'était peut-être une attaque terroriste. Je me suis mis à courir, cherchant désespérément une issue, mais à chaque pas, il devenait de plus en plus difficile de respirer. La fumée devenait épaisse, l'air semblait empoisonné. Je commençais à avoir du mal à reprendre mon souffle, et alors que je me sentais sur le point de m'évanouir à cause du manque d'air, j'ai été soudainement réveillé en sursaut. C'était un rêve tellement réaliste, tellement intense, que je suis resté sous l'impact bien après que mes yeux se soient ouverts. L'angoisse de cette sensation de suffocation m'a hanté pendant plusieurs minutes. Une semaine plus tard, alors que j'étais effectivement en train de m'entraîner dans le même gymnase, quelque chose d'incroyable s'est produit. Tout à coup, sans avertissement, les lumières se sont éteintes et tous les écrans des télévisions ont cessé de fonctionner. J'ai eu un instant de paralysie, complètement stupéfait, comme si j'étais à nouveau dans mon rêve. La scène se déroulait exactement de la même manière. Les lumières s'éteignent, le silence s'installe, et tout à coup, l'atmosphère se fait oppressante. Je suis resté là, figé pendant quelques secondes, pensant que je m'étais endormi sur un banc de musculation et que j'étais en train de revivre exactement la même scène que dans mon rêve. Puis, après un moment de confusion, j'ai pris conscience que ce n'était pas un rêve mais bien la réalité. La coupure de courant était due à un orage qui avait frappé la ville. Au bout de 5 minutes, l'électricité est revenue, et tout a repris son cours normalement. J'étais encore un peu sous le choc, alors je me suis approché d'une employée du gymnase et je lui ai raconté que j'avais rêvé exactement de cela, de la coupure de courant, de l'obscurité et de la panique. Elle a ri gentiment, probablement en pensant que j'étais un peu fou. Mais moi, je n'arrivais toujours pas à m'enlever cette sensation étrange, comme si quelque chose de plus grand se cachait derrière cette coïncidence improbable. Comment expliquer cette expérience, où la réalité semblait si étroitement liée à un rêve si précis? C'était vraiment un moment surréaliste, une de ces situations qui restent gravées dans la mémoire et qu'on n'oublie jamais vraiment. Il y a environ 20 ans, je pratiquais l'escrime, un sport que j'ai toujours trouvé aussi technique qu'excitant. Un jour, lors d'un tournoi, j'ai vécu une expérience que je n'ai jamais pu expliquer complètement. Le tournoi était plutôt intense, et j'étais en plein combat contre un adversaire que je ne connaissais pas. Les règles sont simples, le premier à atteindre 5 points gagne le match. Rien de plus classique pour un escrimeur expérimenté. J'étais concentré, prêt à enchaîner les touches, et l'adrénaline montait lentement au fur et à mesure que l'échauffement se dissipait. Le combat commence, et au bout de quelques échanges rapides, je marque ce que je crois être le premier point. J'avais l'impression d'avoir touché mon adversaire avec précision, et je m'apprêtais à repartir pour le prochain échange. Mais à ma grande surprise, l'arbitre signale immédiatement la fin du match et déclare que j'ai gagné. Sur le moment, je me suis figé. C'était comme si tout autour de moi s'était arrêté, et je n'arrivais pas à comprendre ce qui venait de se passer. J'avais à peine eu le temps de réaliser que nous étions en plein échange, et déjà tout était terminé. Mon adversaire semblait également un peu perdu, mais il a rapidement salué la décision, et, presque machinalement, il s'est approché pour me tendre la main. Perplexe, j'ai fait de même, ne sachant pas trop comment réagir. En me dirigeant vers le tableau des scores pour vérifier ce qui s'était passé, je suis tombé sur une information qui n'a fait qu'ajouter à ma confusion, 5-2, avec mon nom inscrit en haut. J'avais gagné 2 contre 5, mais je n'avais aucun souvenir d'avoir atteint ce score. J'avais l'impression d'avoir perdu le fil du temps pendant ces quelques minutes, comme si une partie du match m'avait échappé. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était exactement passé pendant ces moments. Avais-je réellement marqué d'autres points sans m'en rendre compte?
Les minutes avaient semblé se déformer, et j'avais cette étrange sensation d'être déconnecté de la réalité, comme si j'avais été plongé dans un autre état, un état où le temps s'était arrêté ou était devenu flou. Cette expérience ne m'est jamais arrivée à nouveau, et après tout ce temps, je n'ai toujours pas trouvé d'explication rationnelle à ce qui s'est passé. Quand j'étais enfant, j'ai vécu une expérience qui, avec les années, est devenue l'un de mes souvenirs les plus marquants. Je me souviens parfaitement de cette journée où j'étais à la Statue de la Liberté avec mon père. J'avais peut-être 6 ou 7 ans, et il m'avait porté sur ses épaules, comme il avait l'habitude de le faire quand j'étais fatigué de marcher. Nous étions sur le ferry qui nous emmenait vers l'île, et la brise fraîche de l'eau m'effleurait le visage. De là, j'ai vu New York s'étirer devant moi, la skyline imposante, les gratte-ciels qui semblaient toucher le ciel. C'était un moment magique, un instant d'émerveillement pur. Je me rappelle même de ce que nous avons mangé ce jour-là. Mon père avait acheté des sandwichs et des chips dans un petit kiosque avant de monter à bord du ferry. Nous nous sommes assis ensemble sur un banc, et il m'a raconté des histoires sur la ville et la statue, sur ce que tout cela représentait. Les oiseaux volaient autour de nous, plongeant pour attraper des miettes. La lumière du soleil, qui se reflétait sur l'eau, rendait tout tellement vivant et brillant. C'était une journée parfaite. Je ne me suis jamais vraiment rendu compte à quel point ce souvenir était précieux pour moi jusqu'à ce que j'en parle à ma famille. J'étais un enfant quand je l'ai vécu, mais chaque détail était toujours aussi clair dans mon esprit. Pourtant, à chaque fois que je mentionnais cette journée à ma famille, ils semblaient tous avoir un doute. Mon père, ma mère, mes frères, ils étaient tous formels, ils n'avaient jamais emmené un enfant à New York. Je me souviens avoir insisté, en leur racontant tout ce que je savais, mais ils restaient sceptiques. Ils me disaient que je devais avoir rêvé ce moment, que je l'avais imaginé. Cela m'a un peu déstabilisé, mais j'ai continué à croire que ce souvenir était réel. Puis, un jour, à l'âge de 23 ans, je me suis enfin retrouvé à New York, avec des amis, après avoir rêvé de cette ville toute ma vie. Je n'avais jamais vraiment revisité ce souvenir jusqu'à ce que je prenne le ferry qui me menait vers la Statue de la Liberté. Dès que je suis monté à bord, un sentiment de familiarité m'a envahi. Le bruit des vagues contre la coque, la brise qui soufflait sur mon visage, la vue sur les gratte-ciels de Manhattan, tout était exactement comme dans mon souvenir d'enfant. La statue se dressait là, imposante, tandis que je voyais les mêmes nuages flotter dans le ciel et le même éclat doré de la lumière du matin sur l'eau. C'était comme si j'avais déjà été ici, même si c'était ma première fois. Chaque détail, chaque son, chaque mouvement semblait surgir directement de ma mémoire d'enfance. Ce n'était pas seulement un sentiment de déjà-vu, mais plutôt une sorte de continuité, comme si ce souvenir n'avait jamais été complètement effacé de mon esprit. Quand nous avons atteint l'île, j'ai même reconnu les lieux. Le petit café où j'avais imaginé acheter un café, le kiosque où j'avais acheté un souvenir. Tout était tellement familier, comme si je l'avais déjà vécu, mais avec une perspective adulte cette fois. Quand j'étais plus jeune, j'avais l'habitude de dormir avec ma porte de chambre ouverte. Mon chat aimait venir se blottir contre moi la nuit, et j'aimais qu'il soit là. Notre couloir était tout en courbe, donc je pouvais voir la porte de la salle de bain et celle de la chambre de mes parents, même si tout était plongé dans l'obscurité. Je n'aimais pas dormir complètement dans le noir, alors je laissais toujours la lumière tamisée allumée. Une nuit, je ne parvenais pas à m'endormir. Je n'étais pas fatigué, mais quelque chose ne clochait pas. Peut-être était-ce l'ambiance étrange dans la maison ou un sentiment de malaise, mais je me souviens d'avoir appelé ma mère. En levant les yeux, je l'ai vue. Elle était là, près de l'entrée de ma chambre, légèrement tournée de manière à ne pas me regarder. Elle avait sa main sur son visage et ses cheveux pendaient autour. Je savais que c'était elle. Elle portait un grand t-shirt violet cette nuit-là, c'était une de ses tenues habituelles pour dormir. Mais elle restait immobile, figée. Je l'ai regardée pendant un moment, pensant qu'elle allait bouger, mais elle était complètement statique. Je suis resté là, éveillé, presque fasciné par l'immobilité de sa silhouette, me demandant pourquoi elle ne répondait pas. J'étais totalement consciente, bien éveillée. J'avais peut-être regardé un peu la télé avant de m'endormir, Disney Channel à 3 heures du matin,
probablement. Alors, je l'appelle à nouveau, mais elle ne bouge toujours pas. Ce silence et cette inertie étaient étranges. Et puis, d'un seul coup, elle a disparu. Un simple clignement d'œil, et elle n'était plus là. Je me suis figé, complètement paniqué, ne comprenant pas ce qui venait de se passer. J'ai commencé à crier pour de vrai, appelant à l'aide, appelant ma mère. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la porte de leur chambre s'ouvrir, puis se fermer brusquement. Ma mère est arrivée en courant pour me réconforter, me demandant ce qui se passait. Je crois qu'à partir de ce moment-là, j'ai soit fini par dormir avec elle toute la nuit, soit que je suis resté éveillé devant la télé pour me calmer. Je me souviens parfaitement de cette période étrange après la mort de mon grand-père. Cela faisait 1 an ou 2 qu'il nous avait quittés, et même si le temps passait, sa présence semblait toujours flotter dans la maison. Nous avions tous nos souvenirs de lui, mais ce qui s'est passé avec mon petit frère nous a laissés perplexes. Un après-midi, mon petit frère, qui était encore un tout petit bébé à l'époque, s'est dirigé vers la chambre de mon grand-père. C'était une pièce qui n'était pas vraiment utilisée depuis son départ, mais mon frère semblait étrangement attiré par cet endroit. Mes parents, pensant que j'étais avec lui, ne se sont pas trop inquiétés. Ils l'entendaient rire, babiller et faire ses bruits habituels, ce qu'il ne faisait que lorsqu'il était avec quelqu'un. Mais moi, je n'étais pas avec lui. J'étais dans ma propre chambre, occupé à autre chose, et mes parents, eux, étaient en bas. Ce n'est qu'après environ 30 minutes qu'ils ont commencé à se demander ce qu'il faisait. Il était inhabituel qu'il reste silencieux ou calme aussi longtemps. Ils sont montés pour le chercher et l'ont trouvé dans la chambre de mon grand-père. Il ne jouait avec rien, ne tenait aucun jouet entre ses mains. Il était simplement allongé sur le sol, calme, presque comme s'il attendait ou avait été apaisé par quelque chose. Ce qui était encore plus troublant, c'est que ce comportement a continué pendant un certain temps. Mon frère retournait régulièrement dans cette pièce, parfois en riant, d'autres fois en silence, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Mes parents ont essayé de comprendre, mais aucune explication rationnelle ne semblait convenir. Était-ce un souvenir vague, une sensation de sécurité liée à l'énergie de mon grand-père, ou quelque chose de plus mystérieux? Je n'arrive pas à m'empêcher de me demander s'il a vu son esprit, ou une partie de lui qui était restée dans cette pièce. Même aujourd'hui, des années plus tard, je repense souvent à ces moments. Mon frère ne se souvient pas de ces épisodes, mais cette connexion inexplicable entre lui et cette chambre reste pour moi un souvenir intrigant. Peut-être que mon grand-père était encore là d'une certaine manière, veillant sur nous, ou peut-être que les enfants ressentent des choses que nous, les adultes, ne pouvons plus percevoir. Quand j'étais enfant, ma famille a déménagé dans une nouvelle maison, et pendant que l'agent immobilier nous faisait visiter, j'ai eu une expérience qui me hante encore aujourd'hui. Je me souviens parfaitement de ce moment. Alors que nous marchions dans la maison, j'ai aperçu une femme assise à une commode blanche dans une chambre rose. Elle m'a même fait un signe de la main, comme si elle me reconnaissait. Je me suis tout de suite tourné vers ma mère pour lui demander qui c'était, mais elle m'a juste écarté d'un geste, visiblement plus concentré à écouter l'agent immobilier qu'à répondre à mes questions. Ce qui était étrange, c'est qu'il n'y avait aucune chambre rose dans la maison. Je ne comprenais pas, mais j'étais absolument sûr de ce que j'avais vu. Une femme, à la commode, dans une chambre toute rose. Même si j'étais insistant, mes parents ont minimisé la situation, pensant probablement que c'était juste une imagination d'enfant. Mais moi, je n'arrêtais pas d'y penser, car cela m'avait vraiment marqué. Les années ont passé, et je me suis retrouvé au lycée. Un jour, ma famille a décidé de rénover la maison, de refaire les chambres, de changer la décoration. C'est alors que nous avons entrepris de décoller le papier peint de la chambre principale. En grattant les couches de papier, nous avons découvert quelque chose de surprenant, les murs étaient peints en rose, comme la chambre que j'avais vue des années plus tôt. C'était un détail qui m'a totalement perturbé. Comment une pièce qui avait été peinte en rose avait-elle pu disparaître de ma mémoire collective, et pourquoi n'en avait-on jamais parlé ? Il y a environ 10 ans, je traversais le Michigan en voiture avec une amie. Nous roulions tranquillement,
discutant de tout et de rien, lorsque quelque chose d'absolument inattendu est apparu dans le ciel. Une orbe verte, brillante, immobile, semblait suspendue au milieu de l'atmosphère. C'était étrange, presque hypnotisant. Nous avons tous les deux cessé de parler, nos regards fixés sur cette lumière inhabituelle. Et puis, soudainement, cette orbe a bougé. Pas lentement, mais à une vitesse fulgurante, traversant le ciel pour disparaître derrière l'horizon. C'était si rapide que cela semblait défier toute logique ou explication rationnelle. Ni moi ni mon ami n'avons dit un mot pendant un long moment, comme si nous étions incapables de mettre des mots sur ce que nous venions de voir. Finalement, elle a brisé le silence en disant « Est-ce que je suis folle ou tu as vu cette étrange orbe verte toi aussi ?» Cela a confirmé que je n'étais pas seul dans mon expérience, et ce moment reste gravé dans ma mémoire depuis. Je ne suis pas du genre à croire facilement aux ovnis ou aux histoires d'extraterrestres. Oui, je pense qu'il est possible que nous ne soyons pas seuls dans l'univers, mais je ne suis pas le premier à sauter sur des conclusions extraordinaires. Pourtant, cette expérience, ce que j'ai vu ce jour-là, ne correspond à rien de ce que je connais ou comprends. Nous roulions vers le nord, donc il est possible que nous soyons dans la région de la péninsule supérieure. Certains m'ont suggéré que cela pourrait être une manifestation du Polding Light, un phénomène mystérieux qui est bien connu dans la région. Mais ce que nous avons vu était haut dans le ciel, bien au-dessus de l'horizon, et non à hauteur de route. Je me souviens avoir levé les yeux à travers le pare-brise pour observer l'orbe. Cela ne correspond pas vraiment aux descriptions habituelles du Polding Light, ce qui me laisse encore plus perplexe. Depuis, je me retrouve à rejouer cette scène encore et encore dans ma tête, essayant de comprendre ce que cela pourrait être. Une météorite? Un phénomène atmosphérique rare? Quelque chose de plus inexplicable? Je ne peux pas en être sûr, mais cela reste un moment que je n'arrive pas à oublier. Même si je ne suis pas à l'aise avec l'idée d'avoir une histoire d'ovni à raconter, cette expérience reste l'une des plus étranges de ma vie. Je me souviens parfaitement de ce moment étrange, presque irréel, qui m'a laissé perplexe. J'étais assis sur le canapé, mon bébé dans les bras, et j'avais posé son biberon juste à côté de moi. C'était une de ces journées ordinaires où tout semble suivre son cours sans encombre. À un moment donné, mon bébé a commencé à s'agiter, alors j'ai tendu la main pour attraper le biberon, sauf qu'il n'était plus là. J'ai regardé autour de moi, pensant qu'il avait peut-être roulé ou glissé quelque part. Rien. Je me suis levé, un peu frustré, et j'ai commencé à chercher. J'ai vérifié sous le canapé, dans les coins, derrière les coussins. J'ai même retiré chaque coussin, fouillant soigneusement l'intérieur, au cas où il se serait coincé dans une fissure. Toujours rien. Le biberon avait tout simplement disparu. C'était à la fois agaçant et étrange, mais après quelques minutes de recherche acharnée, j'ai abandonné l'idée de le retrouver. Résigné, je suis allé dans la cuisine pour préparer un nouveau biberon. Une fois terminé, je suis retourné m'asseoir sur le canapé, prêt à nourrir mon bébé. Mais lorsque je me suis installé, le biberon que j'avais cherché partout était là, posé exactement à l'endroit où je l'avais initialement laissé. Comme si rien ne s'était passé. J'ai regardé cet objet, incapable de comprendre comment il avait pu disparaître et réapparaître aussi mystérieusement. C'était un moment si banal en apparence, mais la logique derrière cette situation m'échappe encore aujourd'hui. Je me souviens d'un épisode étrange qui s'est déroulé alors que j'étais à l'hôpital, immobilisé en traction après un accident. J'étais cloué au lit, incapable de me lever, et chaque journée semblait interminable, rythmée par les visites du personnel médical et les bruits familiers de l'hôpital. Un jour, un homme est entré dans ma chambre, disant qu'il travaillait pour l'entretien et qu'il venait réparer une lumière au-dessus de la douche. Cela m'a semblé curieux, car dans mon état, je n'avais absolument pas besoin de cette lumière. Nous en avons plaisanté ensemble, lançant des remarques sarcastiques sur l'utilité qu'une lumière dans la douche pouvait avoir pour quelqu'un qui ne pouvait même pas quitter son lit. Au fil de la conversation, il m'a demandé ce qui m'était arrivé. Je lui ai expliqué mon accident et le diagnostic des médecins, qui m'avaient dit que je ne pourrais probablement plus marcher. C'est là qu'il m'a raconté son propre accident industriel,
une expérience qui semblait bien pire que la mienne. Il m'a parlé de ses blessures graves et du verdict des médecins qui lui avaient dit qu'il ne pourrait plus marcher. Contre toute attente, il avait récupéré, prouvant qu'ils avaient eu tort. Il a promis de revenir avec des photos pour me montrer ses blessures et me prouver que l'impossible pouvait être surmonté. Et effectivement, quelques jours plus tard, il est revenu. Il avait des photos avec lui, montrant ses blessures impressionnantes, des cicatrices, des fractures, et le long chemin qu'il avait parcouru pour retrouver sa mobilité. Nous avons discuté pendant un bon moment. Il m'a encouragé, m'a donné l'espoir que ma situation pouvait s'améliorer. Sa visite m'a profondément marqué, elle m'a redonné de l'énergie et une détermination que je pensais avoir perdue. Dans les jours qui ont suivi, j'ai parlé de cet homme à plusieurs membres du personnel de l'hôpital. Je voulais leur dire à quel point j'avais apprécié sa gentillesse et son histoire inspirante. Mais à chaque fois, la réponse était la même, personne de ce nom ne travaillait pour l'entretien dans cet hôpital. Ils m'ont aussi assuré qu'il n'y avait eu aucune intervention de maintenance prévue ou effectuée sur mon étage cette semaine-là. Cette révélation m'a laissé perplexe. Comment cet homme pouvait-il être là, avec ses photos, son histoire, et disparaître ensuite comme s'il n'avait jamais existé ? Il était environ 2 heures du matin et je rentrais chez moi, conduisant sur ces petites routes de campagne que je connaissais par cœur. L'endroit était isolé, pas de maison, juste des champs et des bois de part et d'autre. Ce genre de trajet tardif, je l'avais fait des dizaines de fois, mais cette nuit-là, quelque chose d'étrange s'est produit. En arrivant sur un tronçon de route avec une colline, j'ai vu ce qui ressemblait à des phares d'une voiture venant en sens inverse. Ils étaient encore loin, au sommet de la colline. Rien d'inhabituel à première vue. Mais à mesure que je m'approchais, les lumières ne bougeaient pas. C'était comme si la voiture était arrêtée juste au-delà de la colline, immobile, en train d'attendre. J'ai freiné, perplexe. J'ai attendu, pensant que la voiture finirait par descendre la colline et passer à côté de moi. Mais rien ne se passait. Pas un bruit. Pas de mouvement. Je suis resté là, arrêté au milieu de la route, à attendre. 5 minutes ont passé, ce qui semblait une éternité dans cet endroit désert. Cela n'avait aucun sens. Pas de maison dans le coin, aucun endroit pour une voiture de simplement s'arrêter. Tout cela me donnait une sensation de malaise croissant. Finalement, je me suis décidé à avancer. Je n'allais pas rester là éternellement. En montant la colline, les lumières devant moi sont devenues incroyablement brillantes, presque aveuglantes, et puis, en un instant, elles se sont éteintes. Complètement disparues. J'ai continué à avancer, le cœur battant, et c'est là que j'ai vu une sorte de substance bleue dans l'air au-dessus de la route. Cela ressemblait à une sorte de brume, mais elle brillait légèrement, presque comme si elle brûlait, dégageant une étrange impression d'ozone. C'était comme si l'air lui-même avait été marqué ou altéré par quelque chose. Je me souviens avoir pensé, je suis devenu fou. C'était irréel, comme si le monde autour de moi avait brièvement changé d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. J'ai continué à rouler, tremblant, en essayant de rationaliser ce que je venais de voir. Mais rien de tout cela n'avait de sens. Pendant des jours, j'ai repensé à cette nuit, essayant de trouver une explication. Peut-être des phares d'une voiture bizarrement placée, un phénomène atmosphérique rare, ou quelque chose de bien plus étrange. Quelques semaines plus tard, j'ai dû repasser par cette même route, cette fois avec un ami à bord. C'était encore une nuit tardive, et nous n'y pensions pas particulièrement. Mais lorsque nous avons atteint la même colline, c'est arrivé à nouveau. Les lumières étaient là, immobiles, exactement comme la première fois. Mon ami les a vues aussi. Il a murmuré quelque chose comme « C'est quoi ça ?», avant que les lumières ne deviennent incroyablement brillantes, puis disparaissent. Et encore une fois, cette brume bleue était suspendue dans l'air, exactement au même endroit. Nous sommes passés en silence, tous les deux complètement choqués. Après cela, nous n'en avons presque jamais parlé. Quand j'étais plus jeune, à l'école primaire, j'avais un rêve récurrent chaque week-end, et ce, toujours à la même période. Chaque samedi soir, lorsque je m'endormais, je savais que, tôt ou tard, je ferais ce rêve. Puis,
Au milieu de la nuit, généralement un dimanche, je me réveillais en me sentant mal et je finissais toujours par vomir. Le rêve lui-même était étrange et totalement dépourvu de sens. Je me retrouvais entouré de chiffres, simplement une série de chiffres en désordre, partout autour de moi. Rien d'autre. Il n'y avait pas d'action, pas d'événement, juste des nombres flottants dans l'air. C'était comme si mon esprit avait décidé de me plonger dans cet univers chaotique et incompréhensible, où tout était une succession de symboles sans lien entre eux. Je n'ai jamais compris pourquoi ces rêves se produisaient chaque week-end, toujours à la même période, et pourquoi, après chaque réveil, je me retrouvais à vomir. C'était toujours la même chose. J'ai essayé d'en parler à mes parents, mais ils pensaient probablement que c'était simplement un phénomène étrange, que c'était lié à ma digestion ou à une coïncidence. Pourtant, cela n'avait rien à voir avec ce que je mangeais ou ce que je faisais avant de me coucher, car cela se produisait systématiquement. Le plus perturbant, c'était cette routine où, chaque dimanche matin, je me réveillais avec un mal-être, une nausée qui venait directement de ces rêves. Je me demandais si c'était une sorte de phénomène étrange, un message de mon subconscient ou juste une pure coïncidence. Une matinée, je me suis réveillé et j'ai immédiatement remarqué quelque chose d'étrange. Mon appareil photo, un modèle coûteux que je gardais toujours dans mon cabinet pour le protéger, était posé sur le dossier du canapé qui faisait face à mon lit. Ce n'était pas un endroit où je l'aurais jamais laissé, car c'était instable et risqué pour un objet aussi fragile. J'ai ressenti une montée d'inquiétude. Comment avait-il pu arriver là? Je suis allé le récupérer, et en l'allumant, j'ai appuyé sur le bouton pour visionner les photos. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il y avait des centaines de photos de moi, endormi. Toutes semblaient avoir été prises depuis l'arrière du canapé, avec un angle direct sur mon lit. Les clichés étaient terrifiants dans leur simplicité, moi, immobile, dans diverses positions, sous différents angles, toutes capturées pendant que je dormais profondément. Je vivais seul. Il n'y avait aucune explication logique à ces photos. En examinant les images de plus près, j'ai remarqué qu'elles avaient été prises en mode rafale rapide, où une photo est prise chaque seconde. Pourtant, je savais avec certitude que mon appareil photo n'avait pas cette fonctionnalité. C'était techniquement impossible. Je n'ai jamais activé un tel mode, et je connaissais cet appareil par cœur. Ce détail a rendu l'expérience encore plus incompréhensible. Les horodatages des photos ont montré qu'elles avaient toutes été prises entre 2h et 3h du matin. Cette prise de conscience a intensifié ma panique. Qui, ou quoi, avait pris ces photos? Comment l'appareil avait-il été déplacé de l'armoire au canapé? Et surtout, comment avais-je pu ne rien entendre? La simple idée qu'une présence avait été dans ma chambre, à quelques mètres de moi pendant que je dormais, était insupportable. Ce matin-là, je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer. C'était un mélange de peur pure et d'impuissance. J'ai fini par sauvegarder les photos sur une clé USB, ne sachant pas quoi faire d'autre. Je pensais que peut-être, un jour, j'aurais besoin de preuves si je décidais d'en parler à quelqu'un. Mais je n'ai jamais trouvé le courage de les effacer ou de demander une aide extérieure. Un soir, ma petite amie venait de sortir de la douche lorsqu'elle m'a appelé dans la salle de bain, une pointe d'étonnement dans la voix. Je l'ai rejointe rapidement, curieux de savoir ce qui pouvait bien se passer. En entrant, elle m'a montré le miroir embué, et là, parfaitement visible, se trouvait une empreinte de main. Pas une simple trace floue ou accidentelle, mais une empreinte claire, nette, comme si une main s'était posée sur le miroir tout récemment. Je me suis figé un instant. Je vivais seul depuis des années, et à part ma petite amie, personne n'avait mis les pieds dans ma maison. Cette empreinte n'avait aucune raison d'être là. Elle était trop précise, avec des doigts longs et fins, presque étranges dans leurs proportions. Par instinct, nous avons comparé nos propres mains à celles du miroir. Ma petite amie a posé sa main d'un côté, et moi de l'autre. Le résultat était frappant, ni ma main, ni la sienne ne correspondaient. La main sur le miroir était plus petite que la mienne, mais plus longue et plus fine que celle de ma petite amie. Une chose était claire, cette empreinte n'appartenait à aucun de nous. La salle de bain était restée fermée pendant qu'elle prenait sa douche, et je n'avais entendu personne entrer.
Pourtant, cette empreinte était là, comme si une présence invisible l'avait laissée. Le détail le plus troublant était l'impression qu'elle était récente. La condensation du miroir était intacte autour de la main, ce qui signifiait qu'elle avait été posée pendant que la douche fonctionnait ou juste après. Nous avons passé un moment à observer cette empreinte, essayant de comprendre ce qui pouvait bien se passer. Le silence dans la maison semblait devenir plus lourd, plus oppressant, à mesure que la réalité de ce que nous avions sous les yeux s'imposait. Après un moment, j'ai pris une serviette et j'ai essuyé le miroir, effaçant la trace. Mais même une fois disparue, l'empreinte restait ancrée dans mon esprit. Cette nuit-là, nous n'avons pas beaucoup parlé de ce qui s'était passé. Nous étions trop troublés. Ma petite amie, bien que sceptique par nature, semblait aussi mal à l'aise que moi. Nous avons dormi avec les lumières du couloir allumées, et j'ai vérifié plusieurs fois que toutes les fenêtres et les portes étaient bien fermées avant de nous coucher. Les jours suivants, j'ai commencé à surveiller la salle de bain avec plus d'attention. À chaque douche, à chaque moment passé devant le miroir, je ne pouvais m'empêcher de penser à cette empreinte. Mon père possédait une petite boutique de jardinage, et après l'école, je restais souvent derrière la caisse jusqu'à la fermeture. C'était une routine tranquille, juste moi, le magasin et l'ambiance calme d'une fin de journée. Mais un soir, tout a changé. Je me souviens parfaitement de ce moment. Un homme très grand, vêtu entièrement de noir, portant un long manteau de trench, est passé devant mon père. Il m'a fait un sourire étrange en me regardant avant de s'engager dans une zone réservée au personnel. Cela m'a immédiatement mis mal à l'aise. J'étais jeune, seulement 7 ans, mais je n'ai pas hésité une seconde. Je me suis levé rapidement, décidé à l'arrêter. Ce coin de la boutique était rempli de nouvelles livraisons, des cartons empilés partout. Il n'y avait pas de raison pour qu'il y entre, surtout sans autorisation. J'ai couru derrière lui, mais quand je suis arrivé au bout du couloir, il n'y avait personne. Rien. C'était comme s'il s'était évaporé dans les airs. Il n'y avait absolument aucun moyen pour qu'il se soit échappé autrement. Le couloir était clos, il n'y avait que des cartons et des murs. Je suis resté là, complètement déconcerté, cherchant une explication. Je n'arrivais pas à croire qu'il ait disparu aussi soudainement. Le lendemain soir, j'ai demandé à mon père de vérifier les caméras de surveillance après la fermeture, pensant peut-être que cela nous donnerait des indices sur ce qui venait de se passer. Mais ce qu'on a vu était encore plus étrange, il n'y avait aucune trace de cet homme. La vidéo montrait juste moi, sautant pour courir après lui, puis disparaissant hors du champ de la caméra, comme si j'étais seul dans cette scène. Je n'ai jamais su ce que c'était, mais après cet incident, je n'ai plus jamais eu la même sensation dans ce magasin. C'était comme si une part de l'endroit avait changé, comme si ce moment avait laissé une empreinte étrange dans l'air. Ce n'était plus un endroit où je me sentais en sécurité, et chaque fois que je passais près du coin réservé au personnel, une étrange sensation d'angoisse me submergeait. Quand j'étais enfant, chaque fois que je rendais visite à ma grand-mère maternelle dans sa maison au bord de la mer, à Hartlepool, je faisais une petite routine. Avant de partir, je jetais toujours un coup d'œil à la maison voisine et faisais un signe de la main à Ken. Il était toujours assis dans la baie vitrée, regardant l'horizon et le North Sea. On n'a jamais vraiment parlé, juste des petits gestes simples, un signe de la main, un sourire échangé. C'était presque un rituel. Un jour, alors que nous quittions la maison de ma grand-mère, je descends les marches du perron pendant que ma mère reste à la porte, discutant avec ma grand-mère. Comme à mon habitude, je tourne la tête vers la fenêtre de Ken. Il est là, fidèle à son poste, un grand sourire sur le visage. Il me fait signe de la main, et je lui rends son salut avec enthousiasme. Puis, il se lève de sa chaise, me fait un pouce en l'air et s'éloigne vers l'arrière de la pièce. Ma mère descend à son tour les marches et remarque mon geste. Elle me demande, presque machinalement, « À qui fais-tu signe ?» Je réponds simplement, « À Ken ». Ce moment est gravé dans ma mémoire, pas seulement à cause de ce que j'ai vu, mais à cause de la réaction de ma mère. Son visage a changé instantanément. Elle est devenue pâle comme un linge, presque figée sur place, mais elle n'a rien dit sur le moment.
Elle a juste continué à marcher vers la voiture, le visage toujours marqué par une sorte de choc silencieux. Ce n'est que quelques semaines plus tard qu'elle a trouvé le courage de m'en parler. Elle m'a expliqué que Ken était décédé quelques jours avant notre visite. Elle ne voulait pas m'effrayer ce jour-là, mais elle ne pouvait ignorer ce que j'avais dit. Je l'ai écouté, mais au fond de moi, je savais ce que j'avais vu. Ce n'était pas un rêve, pas un jeu d'ombre ou un fruit de mon imagination. Je pouvais encore voir son pull gris à rayures claires, son sourire amical, et ce moment où il s'est levé pour me faire un signe. Ken vivait seul, il n'y avait personne d'autre dans sa maison. Et pourtant, ce jour-là, je suis sûr de l'avoir vu, aussi clairement que je voyais ma mère ou ma grand-mère. C'est une histoire qui remonte à très longtemps, mais elle reste l'un des souvenirs les plus étranges de mon enfance. J'étais un jeune enfant, probablement pas plus vieux que 6 ou 7 ans, et je me trouvais dans un supermarché avec mes parents. Je me souviens très clairement avoir vu un petit hélicoptère jouet, de la taille d'une voiture Hot Wheels, qui m'avait immédiatement captivé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment envie de la voir. Bien sûr, comme beaucoup d'enfants, je n'ai pas pu l'acheter, mais l'image de ce jouet est restée gravée dans ma mémoire. Quelques nuits plus tard, j'ai fait un rêve très particulier. Dans ce rêve, j'avais cet hélicoptère dans mes mains. Je jouais avec, le faisant voler au-dessus de ma tête, imaginant toutes sortes de scénarios. À un moment, quelque chose d'étrange s'est produit, j'ai pris conscience que j'étais en train de rêver. J'étais juste un enfant, alors mon raisonnement était naïf, mais dans mon esprit, une idée a surgi, si je mettais cet hélicoptère sous mon oreiller dans mon rêve, peut-être qu'il y serait encore quand je me réveillerais. Sans hésiter, dans le rêve, j'ai soigneusement placé l'hélicoptère sous mon oreiller et je suis retourné dormir. Peu après, je me suis réveillé dans la réalité. Ma première pensée a été de vérifier sous mon oreiller, plein d'excitation, convaincu que le jouet serait là. Et, contre toute logique, il y était. Exactement comme je l'avais laissé dans mon rêve, ce petit hélicoptère reposait sous mon oreiller. À l'époque, cela ne m'a pas semblé étrange. Dans mon esprit d'enfant, tout cela faisait sens. J'avais imaginé que c'était normal, que mes actions dans le rêve avaient d'une certaine manière influencé la réalité. Ce n'est que des années plus tard, en repensant à cet événement, que j'ai réalisé à quel point c'était inexplicable. Je n'avais aucun souvenir d'avoir pu obtenir cet hélicoptère entre le moment où je l'avais vu dans le magasin et cette nuit-là. Mes parents n'étaient pas du genre à acheter des jouets discrètement pour les glisser sous mon oreiller. C'était une de ces matinées d'hiver sombre et glaciales où l'air semble plus tranchant que d'habitude. Je marchais pour aller au travail, comme tous les jours, mais dès les premiers mètres, quelque chose m'a paru différent. À environ 10 mètres de chez moi, il y a eu une chute soudaine et presque palpable de la température. J'ai instinctivement remonté la fermeture éclair de ma veste, mais cela n'a pas suffi à chasser cette sensation étrange. Je me suis dit que c'était simplement un matin plus froid que prévu et j'ai continué. Un peu plus loin, alors que j'approchais d'un feu de circulation, il s'est éteint. Pas de bruit de choc, pas de panne apparente, il est juste passé du vert au noir, comme si quelqu'un avait coupé son alimentation. Je me suis arrêté un instant, perplexe, mais j'ai balayé cela d'un « bizarre », mais j'ai du travail à faire. Je ne voulais pas me laisser distraire par un détail anodin. Environ à mi-chemin, toujours plongé dans l'obscurité complète de cette matinée sans soleil, j'ai remarqué un lampadaire plus loin qui commençait à clignoter. Juste avant que je n'arrive à son niveau, il s'est éteint brusquement. Cette fois, ce n'était pas comme les autres incidents. Quelque chose dans la manière dont il s'était éteint, après avoir vacillé, m'a mis mal à l'aise. Je me suis arrêté, essayant de comprendre ce qui se passait. Le silence autour de moi était oppressant, pas un souffle de vent, pas un bruit de voiture. Juste moi, seul, au milieu de la rue. C'est à ce moment que les choses ont pris une tournure vraiment étrange. Tous les lampadaires devant moi, sur mon côté de la rue, ont commencé à s'éteindre un par un. Le premier, le plus proche de moi, a clignoté puis est mort. Puis le suivant, et encore le suivant, en remontant la rue comme une sorte de vague d'obscurité, chaque lumière s'éteignant dans une progression troublante. Les lampadaires de l'autre côté de la rue, eux,
restaient allumés, comme s'ils ignoraient ce qui se passait. Un frisson m'a traversé, plus intense que le froid de l'air. Je ne pouvais plus ignorer cette sensation d'inconfort, ce sentiment que quelque chose n'allait pas. À ce moment précis, j'ai décidé que je n'allais pas continuer. J'ai tourné les talons, remonté la rue aussi vite que possible, et je suis rentré chez moi. Une fois à l'intérieur, le silence de ma maison me semblait presque chaleureux en comparaison de ce que je venais de vivre. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon travail pour dire que je ne viendrais pas ce jour-là. Plus tard dans la matinée, j'ai entendu des sirènes au loin. Peut-être un accident ou un incident quelconque, mais je n'étais pas sur le point de sortir pour enquêter. Cette expérience m'a marqué. Cela fait 5 ans maintenant, mais chaque fois qu'un lampadaire clignote ou s'éteint soudainement lorsque je suis à proximité, je ressens un léger malaise, comme un rappel de cette matinée étrange où la lumière semblait fuir devant moi, me laissant seul dans l'ombre. En tant que militaire en service actif, je suis habitué à certaines routines, y compris les quarts de 24 heures. La plupart du temps, il s'agit de s'asseoir à un bureau, répondre au téléphone et simplement rester vigilant. Rien de bien excitant, en général. Mais il y a des moments où la monotonie est brisée par quelque chose de différent. C'était une de ces nuits. Il me restait exactement 17 minutes avant la fin de mon service, et tout s'était déroulé normalement jusqu'à ce que je doive sortir pour saler les escaliers à cause de la neige qui tombait. Comme toujours, j'avais pris soin de maintenir la porte ouverte avec une chaise robuste en chêne. Ce n'était pas une chaise légère. Il fallait une bonne dose d'effort pour la déplacer. Mon numéro 2, celui qui partageait le car avec moi, était parti faire des vérifications dans un autre bâtiment, donc j'étais seul. Je me mets au travail, salant les escaliers et dégageant la neige. Quand je me retourne, la chaise que j'avais laissée pour maintenir la porte ouverte est maintenant retournée, les pieds en l'air. Je ressens un frisson me traverser, mais je garde mon calme. Pas de problème, je me dis, peut-être qu'elle a glissé d'une façon étrange. Je continue mon travail sans trop y penser, évitant de me retourner trop souvent, car dans ma tête, les choses étranges deviennent plus effrayantes si on leur accorde trop d'attention. Je termine avec le sel et me dirige vers la porte. Cette fois, la chaise est renversée sur le côté, à une certaine distance de la porte. Je prends une grande inspiration et décide d'aborder la situation avec respect. Je murmure, « Ok, monsieur le fantôme, je ne veux pas vous déranger, mais je dois rentrer maintenant. » Je ramasse la chaise, la porte s'ouvre sans problème, et je l'emporte avec moi à l'intérieur pour éviter d'autres incidents. C'est là que les choses deviennent vraiment bizarres. En posant la chaise dans la pièce, je remarque quelque chose d'anormal, une poubelle vide qui se trouve maintenant sur le bureau, alors qu'elle n'y était pas quelques minutes plus tôt. Mon cœur commence à battre plus fort. J'essaie de ne pas paniquer et de rester rationnel. Alors, à voix basse, je dis, « Écoutez, monsieur le fantôme, je vais bientôt partir. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me laisser tranquille jusqu'à ce que je termine ?» Et c'est à ce moment-là que je vois une forme noire, indistincte, filer dans le couloir. Avant même que je puisse réagir, j'entends un murmure distinct juste à côté de mon oreille. Un simple mot, oui. Mon corps se fige, mon esprit essaie de rattraper ce que je viens de vivre. Je me rassieds au bureau, mes mains tremblant légèrement. À l'extérieur, la neige continue de tomber paisiblement, comme si rien d'étrange ne venait de se produire. J'essaie de respirer calmement, mais mon esprit est en ébullition. Je n'en ai parlé à personne. Je ne sais pas si c'était mon imagination, la fatigue ou autre chose, mais une chose est sûre, cette dernière nuit de garde, je ne l'oublierai jamais. Quand j'étais enfant, ma famille vivait dans une vieille maison victorienne qui avait plus de 110 ans. Tout le monde ressentait que quelque chose n'allait pas avec cet endroit, comme si une présence invisible l'habitait. Ce n'était pas juste une vieille maison qui craquait, c'était bien plus que ça. Une fois, alors que j'étais seul à la maison, je rangeais les couverts dans la cuisine. J'ai laissé tomber une fourchette sur la table. Rien d'inhabituel, sauf que cette fourchette a rebondi une fois et a volé à l'horizontale sur presque 2 mètres, frappant violemment le mur, comme si quelqu'un l'avait projetée.
J'ai essayé de trouver une explication, mais il n'y en avait pas. L'objet avait défié la logique, et je suis resté paralysé, regardant l'endroit où elle avait atterri. Mes parents ont eu leur propre expérience bizarre le jour où ils ont acheté la maison. Après avoir fait le tour pour éteindre toutes les lumières, ma mère s'occupant des 2 derniers étages et mon père des 2 premiers, ils se sont retrouvés au rez-de-chaussée. Ils sont sortis, sont montés dans la voiture, et c'est là qu'ils ont remarqué que la lumière du 3e étage était allumée et que les stores, qui étaient baissés, avaient été relevés. Ce fut leur premier contact avec les mystères de cette maison. Ma mère a aussi vu un jour quelque chose d'étrange. Dans la cave, elle avait une balançoire à bascule pour moi et mes frères. En allumant la lumière, elle a vu le jouet se balancer violemment de haut en bas, comme si quelqu'un d'invisible était dessus. Pourtant, il n'y avait personne dans la pièce. Ce genre d'incident devenait presque normal dans cette maison. Moi aussi, j'ai vécu quelque chose d'étrange dans le sous-sol. Un jour, alors que je descendais pour chercher quelque chose, j'ai senti une main glisser doucement le long de mon dos. J'ai bondi en me retournant, mais il n'y avait personne. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste ma chemise qui frottait bizarrement. Pourtant, en remontant les escaliers, j'ai entendu un léger rire, un son clair et enfantin, qui semblait provenir de nulle part. Une autre fois, alors que j'étais dans le salon, mon père m'a brusquement crié de faire attention. Juste au moment où il finissait sa phrase, un puzzle encadré s'est décroché du mur et est tombé droit sur moi. Quand je lui ai demandé ce qu'il avait vu, il m'a dit qu'il avait vu le cadre se soulever tout seul, comme si une force invisible l'avait arraché du crochet. Nos chiens, un mastif, un rottweiler et un berger allemand, refusaient catégoriquement de monter au grenier. Ces animaux, pourtant puissants et courageux, devenaient nerveux, grognaient et restaient plantés en bas des escaliers dès qu'on essayait de les faire monter. Une fois, alors que je regardais la télé avec le mastif à mes côtés, il s'est brusquement levé, le poil hérissé, grognant en direction des escaliers. Les 2 autres chiens ont accouru, leurs oreilles plaquées en arrière, grognant à l'unisson. Quelques secondes plus tard, nous avons entendu des pas lourds, comme si quelqu'un montait en courant du 1er au 3e étage. J'ai appelé ma mère, terrifiée, et alors que je lui expliquais ce qui se passait, un hurlement étrange a résonné depuis le 3e étage. Un jour, mes parents, qui étaient alors divorcés, ont décidé de ranger le 3e étage avec moi. Nous avions une grande malle où nous avons rangé des jouets qui traînaient. Ce soir-là, alors que nous nous brossions les dents, j'ai entendu un bruit distinct. C'était un son rythmique. J'ai arrêté l'eau et demandé à mon père d'écouter. Nous sommes restés immobiles, et le bruit est revenu. J'ai reconnu le son, c'était celui du xylophone qui était censé être dans la malle fermée. Nous sommes montés, et la malle était grande ouverte, le xylophone en plein milieu du sol. L'incident qui a poussé mes parents à agir s'est produit avec la porte d'entrée. Cette maison avait 2 séries de portes, l'une donnant sur l'extérieur et l'autre à l'intérieur. Ces dernières étaient équipées de 3 verrous qu'on ne pouvait activer que de l'intérieur, avec beaucoup de force. Un jour, nous sommes rentrés à la maison pour découvrir ces portes complètement verrouillées. Ma mère a paniqué, pensant que quelqu'un s'était enfermé à l'intérieur. Elle a appelé la police. 3 voitures sont arrivées, les agents ont fouillé la maison de fond en comble, allant jusqu'à vérifier le vide sanitaire, mais ils n'ont trouvé personne. Les fenêtres étaient fermées et verrouillées. Le plus étrange était que ma mère avait retrouvé son collier en or, qu'elle pensait perdu, posé sur la table. Cette nuit-là, mon oncle et un ami policier sont restés avec nous. Le lendemain matin, alors qu'ils partaient, mon oncle a découvert que les verrous étaient à nouveau fermés de l'intérieur. Mes parents ont fait retirer ces verrous le jour même. Cette maison avait une vie propre, une énergie qui nous dépassait. Même après tant d'années, les souvenirs de ces événements restent aussi clairs que s'ils s'étaient produits hier. C'était un lieu à la fois fascinant et terrifiant, et je doute qu'un jour j'oublie ce que nous avons vécu là-bas. Quand ma fille était petite, j'ai remarqué un phénomène étrange qui se produisait chaque fois qu'elle se mettait en colère. À chaque fois qu'elle s'énervait ou qu'elle était contrariée, quelque chose dans la cuisine se cassait de manière totalement aléatoire et inexplicable. Ce n'était pas juste 1 ou 2 incidents, cela s'est produit bien trop souvent pour être une simple coïncidence.
Et les objets ne se brisaient pas de façon normale, c'était toujours bizarre, presque surnaturel. Un événement en particulier reste gravé dans ma mémoire. C'était très tôt un matin, je me tenais dans la cuisine avec elle. Elle avait probablement 5 ou 6 ans, et elle voulait absolument manger un morceau de gâteau qui restait de la veille. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas en avoir, que c'était trop tôt pour un dessert. Immédiatement, son visage a changé. Elle a froncé les sourcils, l'air vexé, et dans ce moment de tension, j'ai entendu un bruit étrange, un petit plinc venant du placard. Intrigué, je me suis approché pour voir ce qui s'était passé. En ouvrant le placard, j'ai découvert que l'assiette tout en haut de la pile s'était fissurée en plusieurs morceaux. Il n'y avait aucune raison pour que cela arrive. Rien n'était tombé, personne n'avait touché à cette pile. L'assiette semblait juste s'être cassée toute seule. Ce genre de choses s'est reproduit à plusieurs reprises. Une tasse qui se fendait, un verre qui se brisait sans que personne ne soit à proximité, un bol qui craquait en plein milieu d'une conversation tendue. Cela arrivait toujours dans ces moments où ma fille était bouleversée ou en colère. À chaque fois, je me demandais comment c'était possible, mais je n'avais aucune explication logique. À un moment donné, cela faisait presque partie de la routine, si elle s'énervait, quelque chose dans la cuisine était condamné. Heureusement, ce phénomène a disparu en grandissant. Elle n'a montré aucun signe de ce genre de choses à l'adolescence ou à l'âge adulte. Elle a maintenant 24 ans, et parfois, nous évoquons ses souvenirs. Je plaisante souvent avec elle et son petit ami en lui disant de ne jamais la mettre en colère, car on ne sait jamais ce qui pourrait se passer. Elle rit, mais moi, je me souviens encore du bruit du plinc dans ce placard cette matinée-là, et de cette étrange sensation que, d'une manière ou d'une autre, ces émotions pouvaient affecter le monde physique. C'est un souvenir curieux, un peu effrayant, mais qui est devenu une anecdote amusante dans notre famille. C'était une matinée d'hiver comme tant d'autres en Alaska, avec un froid mordant qui engourdissait le visage et un ciel pâle qui s'étendait à l'infini. Pourtant, en me levant ce jour-là, quelque chose semblait différent, même si je ne pouvais pas encore dire quoi. Après avoir bu mon café et vérifié mon matériel, je me suis décidé à aller pêcher au lac isolé qui se trouvait non loin de chez moi. Cet endroit, niché entre des montagnes imposantes et bordé par une forêt dense, était mon refuge. D'habitude, il regorgeait de vie, le bruit du vent dans les arbres, les oiseaux qui chantaient, le craquement des branches sous le pas d'un animal curieux. Mais ce jour-là, dès que je suis arrivé, j'ai été frappé par un silence total, presque irréel. Il n'y avait pas un souffle de vent, aucun cri d'oiseau, aucun murmure dans les arbres. Même les eaux du lac, qui ondulaient souvent sous l'effet des courants, étaient lisses comme un miroir, reflétant le ciel avec une précision troublante. Ce silence, bien que pesant, me convenait sur le moment. Après tout, j'étais venu ici pour me détendre, pour oublier le tumulte de la vie quotidienne. Ce calme semblait être une invitation à la quiétude, une chance de laisser mes pensées vagabonder sans interruption. Après avoir installé mon matériel dans mon petit bateau et pagayé vers le centre du lac, j'ai jeté ma ligne et me suis assis, prêt à attendre patiemment qu'un poisson morde. Pendant un moment, tout était parfaitement immobile, presque comme si le temps s'était arrêté. Mais après une trentaine de minutes, ma canne a soudain tremblé, une secousse brutale qui m'a immédiatement sorti de ma torpeur. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un gros poisson, peut-être une de ces énormes truites qui peuplaient parfois les eaux glacées de la région. L'excitation a monté en moi alors que je commençais à tirer sur la ligne, m'imaginant déjà avec une prise impressionnante. Mais très vite, j'ai compris que quelque chose clochait. La canne pliait sous une tension qui semblait anormale, presque surhumaine. La chose au bout de la ligne ne bougeait pas comme un poisson. Elle n'opposait pas une résistance nerveuse et saccadée, mais une force constante, inébranlable, comme si j'étais accroché à une masse gigantesque ancrée dans les profondeurs du lac. J'ai tiré de toutes mes forces, mais la lourdeur de la chose me dépassait. Je pouvais sentir à travers la ligne une densité inimaginable, une pression qui défiait la logique. Ce n'était pas un poisson, ni même un objet inerte comme une vieille branche ou une pierre. C'était autre chose. Chaque fois que je tirais, je sentais une vibration étrange remonter le long de la ligne, comme si ce que j'avais attrapé n'était pas simplement lourd, mais vivant, et d'une nature totalement inconnue.
À certains moments, il semblait que la chose résistait activement, non pas en tirant dans l'eau, mais en projetant une force qui rendait ma canne presque incontrôlable. Mes bras brûlaient sous l'effort, mon souffle devenait court, et pourtant, je ne pouvais pas me résoudre à lâcher prise. Après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai réussi à ramener la ligne près de la surface. J'étais prêt à voir un énorme poisson, une créature étrange ou même un objet rare. Mais en regardant dans l'eau, il n'y avait rien. Absolument rien. La ligne était tendue, pliée presque jusqu'à casser, mais aucune silhouette n'était visible sous la surface. Pourtant, je sentais toujours cette masse, cette présence qui semblait exercer une pression énorme sur le fil. Je me suis penché au-dessus de l'eau pour essayer de mieux voir. L'eau, d'une clarté parfaite, ne révélait que son propre reflet, mais quelque chose d'indéfinissable semblait y peser, une sorte de vide dense qui absorbait la lumière. Je sentais que cette chose n'était pas simplement invisible, elle défiait la réalité elle-même. La ligne vibrait légèrement, et une sensation glaciale m'a traversé, comme si la présence de cette chose avait un effet sur l'air et sur mon propre corps. Je me suis redressé, les mains tremblantes, incapable de comprendre ce qui se passait. C'est alors que le ciel a changé. D'un instant à l'autre, sans transition, il est passé d'un gris pâle à un noir d'encre. Ce n'était pas un assombrissement progressif, mais un basculement brutal, comme si une immense ombre avait englouti le monde. Le lac, qui réfléchissait encore le ciel quelques secondes auparavant, semblait désormais avalé par l'obscurité. Je levai les yeux et fus saisi par un sentiment de peur pure. L'obscurité au-dessus de moi était si totale qu'elle paraissait tangible, presque vivante. Soudain, le fil de ma canne s'est tendu violemment vers le ciel. La force était si brutale que j'ai failli lâcher prise. Un bruit étrange a résonné, un grondement profond, métallique, qui semblait venir de partout à la fois. Ce son n'avait rien de naturel. Il vibrait à travers mon corps, comme si la chose au bout de ma ligne interagissait avec le monde lui-même. Je regardais, impuissant, alors que la ligne s'élevait, attirée vers quelque chose que je ne pouvais pas voir. Puis, en un instant, la tension a disparu. Le ciel est redevenu clair, tout aussi soudainement qu'il était devenu noir. L'eau du lac était à nouveau immobile, parfaite, et ma canne était légère, comme si rien ne s'était jamais passé. En examinant les hameçons, je remarquai qu'ils étaient complètement déformés, comme s'ils avaient été arrachés par une force inimaginable. Je suis resté assis dans mon bateau, figé, incapable de comprendre ce qui venait de se produire. Je ne suis pas du genre à croire aux phénomènes surnaturels ou aux histoires d'extraterrestres, mais ce jour-là, je n'ai trouvé aucune explication logique. Ce que j'ai vécu n'avait rien de normal. C'était comme si j'avais été témoin d'une faille dans la réalité, un bug dans la matrice. Depuis, chaque fois que je retourne près de ce lac, je ressens un mélange de fascination et de crainte, me demandant si cette chose, quoi qu'elle soit, pourrait un jour revenir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.